apporter le dernier sujet lié à l'examen périodique universel. Le Togo était devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU la semaine dernière. Et au retour, les gens jubilent, on dit que tout va bien au Togo, les droits de l'homme vont bien au Togo. Hein, oui. Vous savez qu'en matière de maquillage, nous sommes des professionnels. Les gens nous ont dit que, ben, écoutez, le Togo a passé cet examen avec brio, Oui. et que franchement, on a été applaudi, on a été félicité pour nos prouesses. En même temps, j'ai fait 89 recommandations. J'ai souri, voilà. C'est-à-dire que 89 pays décident d'intervenir dans le dossier togolais pour nous proposer jusqu'à 224 recommandations plutôt. Cela veut dire quoi? Vous savez, cette tribune, c'est juste entre États. C'est des États, donc c'est le langage diplomatique qui se tient. Et donc, lorsqu'on vous dit, bon, ben, nous vous félicitons pour les avancées, les réformes, etc. Et dans la foulée, on glisse une série de recommandations. Il vous appartient de comprendre que, bon, ben, si vous tenez ou pas, en tout état de cause, est-ce que nous avons besoin justement d'aller à cette tribune pour faire l'état des lieux en ce qui concerne la question des droits de l'homme justement dans notre pays? Mais non, nous avons tous conscience qu'au moins depuis 2017, à la suite du phénomène PNP, l'État togolais s'est recoquevillé et a multiplié une série de mesures qui limitent de façon drastique les libertés d'expression, les libertés de manifestation, etc., etc. Et puis, il y a eu beaucoup de cas de brimades, même de torture. J'ai appris que nos ministres ont soutenu qu'il n'y a pas de plainte formelle. Alors que Asmito et beaucoup d'autres organisations ont formulé, Amnesty International, formulé des plaintes qui sont en bonne et due forme auprès de la Commission nationale des droits de l'homme. Et il y a même des plaintes qui sont au niveau de la justice qui ne sont pas instruites. Donc, je pense qu'il voulait nuancer pour dire, bon, la justice n'a pas instruit sur un dossier de torture plutôt que de dire, en tout état de cause. J'avais déjà dit une fois ici, ce que c'est que quand même les droits de l'homme et leur essence. Si vous voulez le vivre ensemble, si vous avez conscience que vous êtes des êtres humains et vous voulez vous démarquer des autres espèces de la nature, vous savez qu'il y a un certain nombre d'éléments basiques qu'il faut respecter pour pouvoir créer les conditions minimales d'un vivre ensemble. Donc, lorsque vous les brimez pour une raison ou une autre, pour des questions d'intérêt personnel, pour une question de pouvoir, etc., vous brimez votre peuple, vous l'étouffez, vous l'empêchez de s'éclore et de s'épanouir, vous n'allez pas ici vous vanter. Moi, je pense qu'on peut dire tout, qu'on est bien dans partout, sauf au moins dans le domaine des droits de l'homme, parce qu'au moins tout le monde voit. Il ne suffit pas en effet de prendre de voter des lois, de créer des textes, des instruments juridiques que vous n'êtes pas en mesure d'appliquer. C'est-à-dire que sur le plan texte, oui, on va dire, oui, vous avez des instruments, vous avez créé. C'est de ça que nous parlons en ce qui concerne les institutions. Ce n'est pas que les institutions n'existent pas, mais est-ce qu'elles sont opérationnelles? Est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'elles ont le rendement pour lequel on les a créées? C'est ça la vraie question. Donc, on fait du folklore, on est dans le maquillage, justement, pour impressionner l'extérieur. Or, en réalité, un gouvernant ne travaille et n'a sa raison d'être qu'en fonction des résultats qu'il donne à son peuple. C'est tout. Donc, moi, je ne crois pas qu'il y ait de débat. Nous sommes tous conscients qu'en ce qui concerne les droits de l'homme, il y a des gens qu'on a tués ici, on n'a jamais instruit. Les militaires ont tiré à bout portant sur des gens dans le cadre du Covid ici, qui sont morts. Il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas de procès, il n'y a rien. Ça, ce n'est pas une violation des droits de l'homme. Et lorsque les gens meurent de faim, parce que vous avez pris des mesures en amont qui leur empêchent de vivre, qui les empêchent de vivre, ce n'est pas une violation des droits de l'homme. Mais les besoins vitaux, essentiels de l'homme, c'est quoi? C'est de pouvoir manger, de pouvoir se loger, de pouvoir se soigner, de pouvoir s'éduquer. Vous avez un hôpital de référence au pays. Lorsque il y a un seul cadre, un haut commis de l'État est malade, est-ce qu'il se soigne ici? Non. Donc il prend l'argent de l'État, il va à l'extérieur, il se soigne, il revient, c'est pas ça. Et donc ça, c'est pas une violation des droits de l'homme. Donc je pense que, honnêtement parlant, on a du travail, je l'ai toujours dit, c'est pas la peine. On est au 21e siècle, tout le monde a accès à la connaissance, les informations circulent à une vitesse vertigineuse. À tout point de vue, on ne peut plus mystifier les gens qui ont été à l'école, voyez-vous. Donc, je crois qu'on
on doit se ressaisir. Merci beaucoup, Luc et Ferdinand. Et la liberté de presse ou d'expression est au bout. Et puis on le dit au moment où il n'y a même pas un mois d'arrêter de Non, on a vu beaucoup de choses qui semblent que le Togo est l'un un pays modèle. Un pays modèle en matière de liberté d'expression, alors que nous, on venait de sortir d'une prise totale spectaculaire. Une prise totale spectaculaire. Sans oublier que sur toute l'année, on a eu des suspensions abusives. Pas nous seuls, d'autres organes. Il y a d'autres journalistes qui ont été retenus à la brigade territoriale à Lomé ici alors qu'ils étaient partis pour chercher de l'information. Bon, vous savez, les gens sont dans leur rôle, on ne va pas le leur refuser. Sauf que quand vous soutenez le mal, et quand le mal se développe, un jour il risque de vous toucher vous-même. Quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ne dites pas que c'est bon alors que ce n'est pas bon. Dans ce pays, les gens ont soutenu des trucs, ils ont été rattrapés avec le temps. Et donc, Luc a dit quelque chose d'intéressant, à savoir que est-ce que nous avons besoin d'aller à Genève dans une salle, même si c'est des démarches auxquelles nous sommes soumis par rapport aux conventions, est-ce que nous avons besoin d'aller dans une salle, passer un examen? Eux-mêmes ils appellent ça examen. Ça veut dire, quand on parle de mon examen déjà, ça veut dire que des gens vous évaluent. En tant qu'État, c'est vrai que les autres États aussi sont soumis à cela. Est-ce qu'on a besoin d'aller là-bas pour savoir ce que nous devons faire de bien pour notre pays en termes de respect des libertés, des droits de l'homme et tout ce qui doit concourir à l'épanouissement de nos concitoyens? Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Est-ce que nous avons besoin de faire ça pour comprendre que même sur le champ politique, nous devons faire la politique avec élégance, respecter les adversaires, faire la politique sans aller à la bagarre physique, tuer les gens et tout ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que nous avons besoin de ça pour savoir qu'on ne doit pas torturer les gens? On ne doit pas poser des actes inhumains dégradants sur les gens que nous arrêtons dans l'exercice de nos fonctions? Est-ce que nous avons besoin de ça pour comprendre qu'on doit laisser les citoyens s'exprimer? Parce que du débat contradictoire jaillit la lumière, du brainstorming jaillit des idées. Si l'Europe n'avait pas laissé les idées s'éclore, ils ne seront pas là où ils sont aujourd'hui. La preuve, ils sont dans la réflexion tous les jours. Et nous sommes dans l'étouffement des libertés, dans l'étouffement de la pensée. On empêche les gens de réfléchir. Et ce n'est pas normal. Après, on se plaint qu'on n'est pas développé. On se plaint que les autres nous dépassent. Vous voyez? Et donc, on n'a pas besoin de faire tout ça. Nous savons tous, comme dans le cas de la corruption, que les violations, nous les subissons tous les jours. Dans la dernière période, les 4 dernières années, on a vu la répression qui s'est abattue sur les militants politiques dans ce pays, à la suite des événements du 19 août 2017. Jusqu'à ce jour, on continue d'enlever les gens. On en a encore enlevé. Il y a 3 jours. Pendant que les gens descendaient de Genève, où ils étaient passés à l'examen, avant leur arrivée, on a encore chopé des gens. Ouais. On a encore arrêté des gens. Et donc, il y a des gens qui sont en prison depuis 3 ans. On n'a même pas encore fini l'instruction. Depuis 3 ans, ils sont toujours en instruction. Et donc, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va les juger. Ils sont encore en instruction. Vous voyez, il y a certains qui sont morts parmi eux. Dans les conditions que vous savez, il y a des gens sur qui on a tiré à bout portant dans ce pays. Il n'y a pas eu de jugement. Il y a des plaintes qui sont à Abuja, qui sont même devant nos tribunaux, que les juges n'ont jamais instruits. Justement parce que ces juges ne veulent pas toucher ces dossiers parce qu'ils ont peur. Et donc, on ne peut pas nous dire dans ces conditions-là qu'on a été félicité, on a passé l'examen avec brio. Bon, on a eu combien? 16 sur 20, 17 sur 20. Je n'ai pas, puisqu'ils disent qu'on a passé l'examen avec brio, je n'ai pas entendu la note. Parce que généralement, quand nous passons les examens avec brio, on donne note. Voilà. Ou bien, mais nous tous on est passé par là. On a fait notre cursus scolaire, académique. On sait que quand vous réussissez avec brio, c'est 18, 17, 16. On a vu combien en revenant de Genève? Parce que moi je disais à quelqu'un qui soutenait que non, on a fait. Je dis, mais c'est le minimum qu'on peut demander à un homme organisé, à un professionnel, c'est d'être dans le timing quand il veut faire un exposé. Donc on ne peut pas venir me dire, oui, nous avons été vraiment dans le timing alors que les autres ont débordé. Donc c'est une prouesse. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est des éléments de choses élémentaires qui ne sont pas creusées. Nous, on a besoin, comme je l'ai dit, de l'émerveillement. Des choses qui
qui relève du bon sens et de la raison et qui montre que les gens travaillent sur leur fertilité d'esprit, font en sorte à avoir du contenu et à servir avec noblesse la population. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire de la gesticulation. La surpopulation carcérale, ben attends, lorsque 56% de vos détenus sont en détention provisoire et préventive, qu'est-ce que vous voulez? Alors que oui, voilà. J'en suis, nous en sommes des exemples. Voilà, vous avez vécu ça. On était dans des cellules surabondées. Voilà. Dans une petite salle, on était plus de 70. Vous ne pouvez même pas vous allonger. Vous êtes assis les uns derrière les autres pendant des jours. Pendant des jours. Je ne sais pas si vous voyez. Ça. Et ça, on n'était même pas. C'est un supplice permanent. On n'était même pas encore dans la prison. On était dans la zone de la quarantaine. Voilà. Vous êtes avec tous les brigands, il y avait de la violence et tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, la quarantaine veut dire, on ne vous sort pas. Le matin, on vient vous sortir par groupe de 10, vous avez 2 minutes pour prendre une douche populaire devant tout le monde. Et on vous entoure avec des gourdins et tout ça. Et puis, vous retournez dans la cellule, et puis ça fait le lendemain. Et quand on vient ouvrir, c'est qu'on vous donne, on vient donner quelque chose à quelqu'un, puis on referme. C'est ça la quarantaine. Le temps de jour que vous ferez dans cette cellule-là, vous ne serez pas dehors. Vous êtes dehors une seule fois le matin. Et c'est une cellule étouffante. Il y avait tellement de monde. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, dans ces conditions-là, quelqu'un ne peut pas venir nous parler des efforts, que nous faisons des droits de l'homme. Vous voyez tous ceux qui s'étouffent. Et ça, c'est la quarantaine. Et quand on a fait les tests Covid, quelques jours après, dans la cellule où on était presque 70, 67 je pense, il y avait 46 positifs. C'est-à-dire que quand on est venu faire le test Covid, parce que c'est à l'issue des tests qu'on décide d'envoyer dans la grande prison ceux qui ne sont pas infectés. Donc, pendant qu'on dit qu'on était en quarantaine, on nous a mis comme des sardines dans une cellule, il y avait 2 cellules toujours bondées comme ça. Quand on est venu faire le test, on était tellement nombreux, on était collés les uns aux autres pendant des jours, qu'il y a eu 46 positifs sur les 67. Et donc, on ne peut pas venir nous dire dans ces conditions-là que voilà, le Togo fait des progrès. Quand vous allez à la prison civile de Lomé, vous êtes quand même dans l'enfer. Et même la zone même est tellement infectée d'odeur que, à la dernière, les années avant celui-ci, on a demandé de fermer carrément la prison. Ils ne l'ont pas fermé. Ils ont dit de fermer la prison. Effectivement, cette prison ne mérite pas d'être là. Et ils n'ont pas décongestionné. Ils n'ont même pas décongestionné. Ils ont ajouté. Ils n'ont même pas décongestionné. Voilà, donc. Vous voyez? Et donc, pour une prison de combien de places? Ils sont aujourd'hui presque à 2000. Ils sont là-dedans. Avec tout ce que ça entraîne comme des maladies, des gens qui chopent des infections et tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, quand vous avez des citoyens qui sont conscients de cette réalité-là, mais qui viennent dire des choses quand même contraires à la vérité, vous êtes choqués. Mais, c'est ce que je dis, le danger guette tout le monde. Le danger guette tout le monde. Parce que quand vous défendez l'injustice, quand il y a un petit sorcier du village qui bouffe les enfants des gens et que vous refusez de le dénoncer parce que c'est un cousin à vous ou parce que vous avez des avantages auprès de ce sorcier-là, ou quand il trouve un peu de viande, il vient vous donner une partie, le jour où il a fini de manger tous les enfants du village, il viendra prendre vos enfants. Et ce jour-là, plus personne ne vous défendra parce qu'il n'y a plus personne pour vous défendre. Donc les gens doivent faire extrêmement attention. Moi, je ne défends à personne. Je ne dis à personne de défendre un régime, mais quand ce n'est pas bon, il faut avoir le courage de dire ce qui se passe là, ce n'est pas bon. Quitte à ce que, bon, là où vous mangez, on peut vous crier dessus un peu, que tu manges chez nous, mais tu nous critiques. Oui, je vous critique sur le bon sens. Je vous critique parce que ce que vous faites n'est pas bon. Et ça risque d'arriver à nous tous. Il y a des gens dans ce pays qui ont passé tout le temps à défendre le régime bec et ongle, mais il a fallu juste qu'à un moment donné, ils ne sont plus, je dirais, aux affaires. Je ne dis pas ceux qui ont eu des problèmes, mais il y a des gens qui ne sont plus aux affaires, qui sont dans la misère aujourd'hui, qui sont les plus virulents aujourd'hui contre le régime. Ah, non, ce que vous disiez là, vous avez raison. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'est plus autour de oui, bien sûr. Et donc, nous devons faire extrêmement attention. Nous savons tous aujourd'hui dans notre pays qu'en matière de droits de l'homme, nous avons amorcé une dérive autoritaire. Ouais. Nous avons même voté des lois pour contrôler même des ONG. Ouais. C'est-à-dire que nous avons voté des lois à la
nous avons pris des dispositions pour contrôler des ONG. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ONG sont obligées de faire des rapports. L'État a tout le pouvoir de s'incruster dans la gestion des ONG parce que justement, il y a eu des ministres et certains chefs de projet qui ont eu des altercations à l'intérieur du pays sur la gestion de projet. C'est ça. Parce qu'un ministre a voulu déplacer un projet d'un village à un autre village. Le chef projet s'est opposé en disant mais ce village n'est pas retenu dans la liste. Ça vaut une loi pour contrôler les ONG. On ne sait pas comment ils ont argumenté ça après auprès de leur chef. Mais ils ont certainement dit ah, les ONG reçoivent beaucoup d'argent, si on ne contrôle pas, les gens ils vont financer les gens contre nous. Donc il faut contrôler ça. Et donc vous étouffez tout un pays, jusqu'aux ONG, les gens qui font du boulot à l'intérieur du pays et qui soulagent les populations qui sont abandonnées par les structures de l'État. Vous voulez tout contrôler. Et quand on amorce une dérive autoritaire comme ça, quand on modifie la loi 1901 pour empêcher un certain nombre de choses, création des associations, restrictions, liberté de manifestation, quand on fait tout ça, on ne va pas aller à l'EPU pour se faire féliciter. Parce que ceux qui vous reçoivent à l'EPU, ils ont tous les rapports. Comme le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire, tout le monde sait ce qui se passe. Quand vous mettez des journalistes en prison... Il y a même des rapports alternatifs. Donc, oui, quand vous mettez des journalistes en prison et que tout le monde entier sait comment on a mis des journalistes en prison, tous les médias en ont parlé, même jusque dans les médias qui ne sont pas dans les pays francophones. Voilà. Et vous allez vous pointer à Genève pour dire que non, que les médias sont bien, que tout se passe bien. Vous prenez les gens pour des cons ou quoi? Et ça, c'est des intellectuels qui font des choses comme ça. C'est quand même incroyable pour notre pays. Et c'est pour cela que je suis d'accord avec lui quand il parle de modèle. Le modèle, ce n'est pas forcément aussi l'intellectualisme. Le modèle peut être trouvé dans tous les domaines. Si vous êtes un mécanicien, vous pouvez être un modèle. Si vous êtes docker, vous pouvez être un modèle. Quelles sont les valeurs que vous défendez? Vous pouvez être un grand intellectuel, avoir tous les diplômes et ne représenter rien dans la société parce que vous n'êtes pas un modèle. Je ne sais pas si vous voyez, nous connaissons des intellectuels qui ont plongé l'Afrique dans la guerre. Des diplômés. Qui ont plombé l'Afrique dans des problèmes. Mais c'est dans ça que nous sommes jusqu'à ce jour. Vous voyez? Et donc, nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller à Genève pour faire ce qui est bien pour notre pays. Pour régler les problèmes qui sont des problèmes auxquels nous tous nous sommes confrontés tous les jours. Les problèmes fonciers, les violations, l'usage excessif de la force, les répressions, les lois liberticides. On n'a pas besoin de ça parce que ça entache le le vivre ensemble dans notre pays. Parce que quand vous votez les lois liberticides, vous faites des mécontents, vous faites des gens qui sont mécontents et les mécontents vont trouver aussi des moyens pour se défendre. Et c'est la société qui prend un coup. Et c'est le vivre ensemble qui prend un coup dans la société. Donc, moi, je suis d'accord. Le projet même de création de la nation s'évapore comme ça, voyez-vous. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un besoin d'intégrité, quoi. Moi, je ne sais pas comment je peux être à l'aise à mentir ou bien à dire autre chose que ce qui vient de mon être profond, juste parce que je suis contraint. Non, je crois qu'il faut qu'on fasse en sorte qu'il y ait des gens intègres dans notre pays. La critique que nous formulons, elle a un sens très simple. C'est qu'on nous a éduqués, nous tous, que ce soit les dirigeants ou le peuple, d'une certaine manière. Nous savons ce qu'il faut pour le vivre ensemble. Nous connaissons les valeurs morales, les valeurs sociales, etc. Tout le monde connaît ça. Lorsque vous violez cela parce que vous êtes en position de force, bien sûr que peut-être qu'on n'aura pas le temps de venir vous blâmer, de vous dire, mais votre conscience même doit pouvoir vous interpeller. Et donc, lorsque nous sommes dans ce métier de journaliste, nous avons l'obligation formelle, à cause de cette vision, de ce projet de création d'une nation, de vivre ensemble, de révéler cela. Et donc, ce n'est pas une animosité. Lorsque je vois que, parce que les gens parlent, alors mais on les fout en prison, on se méfie d'eux, etc. Je crois que c'est une déchéance grave. Parce que l'être humain, il a des facultés qu'il doit utiliser. Et ce qui nous distingue des animaux, c'est la capacité de parler et de penser. Au moins ça. Donc si vous étouffez ça aussi, c'est que vous nous réduisez à l'échelle des animaux. Tout simplement. Et c'est très grave parce que vous allez constater que tous les pays qui émergent, qui grandissent, qui s'épanouissent, qui se développent, la pensée d'abord, c'est la réflexion. Ce sont les idées qu'on éclôt en premier. Ce sont les idées qui créent la richesse. Ce sont les idées qui permettent une vision, qui provoquent le déclic d'un changement. Lorsque vous ne les épanouissez même pas
Et puis vous vous contentez des richesses matérielles qui sont là, mais vous vous limitez vous-même. À un moment donné, vous serez surpris par les dictats de plusieurs urgences. Et je pense que nous y sommes de plein pied. Il est temps, en effet, que les gens comprennent qu'ils doivent ouvrir le champ à la pensée, à la réflexion, faire en sorte qu'il y ait ce qu'il appelait les laboratoires de réflexion, parce que c'est la pensée qui fait avancer l'humanité. Sans cela, notre société va patiner, on va faire du surplace et on va toujours se plaindre de la pauvreté, et on multiplie des taxes de gauche à droite, parce que le principe de la survie est inné et naturel. Donc, quand vous vous confrontez à des épreuves de cette manière, vous faites quoi? Vous êtes obligé de chercher des moyens, mais en étouffant malheureusement le peuple, alors que vous auriez dû investir en lui au départ, de manière que son rendement soit bon, qu'il soit heureux, qu'il s'épanouisse, et puis bon, qu'il crée la richesse, aussi bien intellectuelle que matérielle, qui profite aux générations qui arrivent, c'est tout. Merci beaucoup. C'est la pensée qui fait évoluer la société. Mesdames et messieurs, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Il ne me reste qu'à m'adresser à mes invités, pour demander leur mot de la fin, leur conclusion. Je pense qu'on a dit l'essentiel, on n'en finirait jamais s'il faut continuer. Il y a tellement de choses qu'on ne va pas passer toute une journée à faire le débat. Voilà. Nous suivons de très près les grandes mutations qui se passent aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Vous savez, le monde n'évolue pas dans la stabilité, contrairement à ce que les gens pensent. Le monde évolue par crise. Ce sont les crises qui ont toujours fait évoluer le monde. Vous savez, aujourd'hui avec la Covid, il y aura des recherches qui vont nous donner d'autres solutions. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, nous le suivons de très près. Nous espérons que c'est une nouvelle page de l'histoire, de façon positive, qui est en train de s'écrire pour l'Afrique de l'Ouest, et que le message est compris par ceux qui continuent de s'accrocher au pouvoir en s'arc-boutant sur soit un cercle de Dieu, l'armée, en s'organisant contre leur peuple. Je pense que chacun va tirer les leçons, parce que les choses, rien ne sera plus comme avant. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a une conscience qui est en train d'émerger. Tout le monde aujourd'hui est conscient de ce qui se passe, les jeunes, les vieux, chacun participe aujourd'hui au débat sur les réseaux sociaux. Comment je peux dire ça? Le point positif de tout ça, c'est le niveau de conscience, c'est le réveil que les jeunes sont en train de prendre aujourd'hui. Et ça, c'est valable pour tous nos pays. Nous qui aspirons aujourd'hui au changement au Togo, les gens qui aspirent au changement dans d'autres pays, les gens qui n'ont jamais assisté à la transmission d'un pouvoir d'un président par un autre président. Vous savez, depuis qu'on est indépendant au Togo, depuis 63, nous, on n'a pas encore 63 ans, mais on n'a jamais assisté à la transmission du pouvoir à un président qui finit son mandat à un autre président qui est élu. C'est quand même extraordinaire. Le Burkina est dans le même cas de figure. Le Burkina, sur les 9 présidents qu'ils ont eus, il n'y a jamais eu un président qui ait fini son mandat et ait transmis le pouvoir à un autre président élu. Il y a quand même un problème. Quand on analyse la question sur ce prisme-là, il y a quand même une anomalie. On ne peut pas avoir des États qui sont bloqués comme ça. Bloqués totalement. Vous prenez le Gabon, même chose. Vous savez, c'est des pays où quelqu'un n'a pas transmis le pouvoir à l'autre. Vous voyez ça? Et donc, il y a nécessité à ce que le jeu politique dans nos pays soit ouvert et que les gens, en 2022, arrêtent de croire qu'ils vont être des chefs d'État Dieu. Ils vont être des présidents Dieu. Providentiels. Et c'est eux qui doivent décider quand est-ce qu'on doit se réveiller, quand est-ce qu'on doit dormir. Ce qu'on doit manger, c'est eux qui doivent décider. Il faut que les gens arrêtent de comprendre que le monde a changé. En tout cas, c'est un message qu'il leur a envoyé. S'ils n'anticipent pas les événements, s'ils sont dans l'illusion que nous on tient les câbles, non, il ne se passera rien ici parce qu'il ne s'est jamais rien passé ici. Un jour... Parce que c'est Dieu qui a conféré le... Voilà, un jour, on ne sait jamais. Les Ivoiriens disent, un jour fera jour. Tu finis par finir. Parce que tout ce qui a commencé a toujours une fin. Nous sommes en train de suivre une mutation de toute la région. Aucun pays ne sera épargné. Sauf ceux qui auront l'intelligence et la capacité de lire le cours des événements et de changer de cap. Ceux qui n'auront pas compris ça, ils seront surpris par les événements. Ça ne dépend pas de la docilité ou non d'un peuple. C'est un enjeu géopolitique, géostratégique. Tous les pays, d'une manière ou d'une autre, seront touchés. En tout cas, ceux qui n'ont pas compris le message que la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest
est en train d'envoyer à leurs dirigeants. Donc, pour le Togo, prions pour notre pays parce que les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. Quand vous avez des informations de l'intérieur du pays, même déjà à Lomé, c'est difficile pour les gens de vivre, de tenir, d'avoir un repas par jour. Je pense que nous avons des dirigeants qui sont totalement coupés des réalités quotidiennes de nos pays. Ce n'est pas surprenant parce qu'aujourd'hui, quand on nomme un ministre, il déménage de sa maison, il va vivre à la caisse. Ils sont dans leur quartier général là-bas, ils ne sont plus au cœur du peuple pour comprendre comment le peuple vit. Nous sommes là pour remonter les informations, pour faire les débats, pour porter la voix de ce peuple-là qui continue d'être vraiment écrasé par la misère. Maintenant, que les oreilles entendent, ceux qui ne veulent pas entendre, ça fait leur problème. Merci beaucoup, Ferdinand. Oui, Luc. Bon, c'est de vous remercier d'abord pour cette invitation, parce que c'est toujours un plaisir de venir échanger ici et de transmettre ce que nous atterrons comme connaissance. Je crois que Ferdinand a pratiquement parcouru tous les aspects. Il a parlé des crises qui permettent les mutations. Je parlerai plutôt des épreuves qui forgent l'identité des gens. Donc je considère que toutes les épreuves que nous sommes en train de vivre ici doivent servir de ferment pour nous forger une nouvelle identité et faire en sorte que les gens prennent conscience de leur devoir, de redevabilité, mais aussi de transmission. Voilà, de la connaissance, des valeurs, etc., etc. Si vous ne transmettez que des mesquineries, le vol, la corruption, etc., l'histoire retiendra que vous en avez été un maître, voilà, qui a transmis dans la tête. Donc, si vous voulez rentrer dans l'histoire, sachez que c'est avec des actes nobles que cela se fait. Donc, tout ce mouvement très dynamique que nous constatons aujourd'hui à partir du Sahel, je pense, comme il l'a dit, va se métastaser dans beaucoup de pays. C'est un phénomène déclencheur d'une nouvelle réalité. Il va falloir que chacun apprenne à s'adapter. J'avais fait une émission où je dis il faut que nos dirigeants fassent l'effort de s'adapter aux réalités existentielles de leur peuple. Autrement, ils risquent d'être surpris par les soulèvements qui vont suivre et les événements, etc. Donc, je finirai pour dire qu'il n'y a pas de refuge possible pour un dirigeant en dehors de son peuple. Mieux il travaille sur son peuple pour l'éclore, pour se faire aimer, pour l'épanouir, etc. Il sera davantage aimé, il va être son bouclier, il va le défendre et c'est de cette manière que de façon dynamique, on va construire nos pays. Je crois qu'il y a des exemples de par le monde qui nous montrent qu'un leader qui veut aller loin, qui veut laisser des empreintes, travaille avec son peuple. Ce n'est pas de l'extérieur, ce n'est pas les compliments extérieurs, ce ne sont pas des évaluations extérieures qui peuvent déterminer le niveau d'efficacité d'un gouvernant. Si l'intelligence veut que nous comprenions que notre redevabilité vis-à-vis de nos mandats est sacrée. Et on ne peut pas badiner avec ça pour venir le distraire par la suite, pas avec des notes à l'international, etc. Je suis désolé, mais j'aspire profondément à avoir un pays suffisamment assaini où vraiment des modèles existent, des références sont là, des gens qui font la fierté du pays, des gens qui font des prouesses dans des domaines précis. Parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, c'est pratiquement plat à tous les niveaux, que ce soit dans le domaine du sport, de la culture, de l'économie, des finances. J'ai envie qu'on puisse avoir un prix Nobel de la littérature au Togo, pourquoi pas. Que le Togo aille à la CAN, à la Coupe mondiale, etc. Et qui permettent de créer un ferment national. On a besoin de bonnes nouvelles dans notre pays. C'est fondamental. Dans le monde, et il faut que nos dirigeants au moins accentuent leur attention sur au moins un domaine pour servir d'exemple dans notre pays. Sinon, la platitude dans laquelle nous vivons dissipe nos énergies et crée l'impasse dans l'esprit de l'ensemble de nos concitoyens. Merci beaucoup, Luc. En tout cas, on espère que les chefs d'État africains friands du pouvoir absolu sont à l'écoute. Ils prendront en compte ces suggestions. Merci. Était avec nous Ferdinand Haïté. Il est le patron du journal L'Alternative. Merci, Ferdinand, d'être passé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Luc Abaki, il est journaliste, chroniqueur, analyste politique. Luc, merci d'être passé. C'était un plaisir et une nuit, en tout cas. Voilà. Merci également à nos techniciens, au chef technicien Makazangba, Ari Bassapor et Davila. Merci à vous et à la prochaine.